et bonjour à tous. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Evangelion. On continue l'animé, ça fait la 8e vidéo et aujourd'hui on va parler des épisodes 22 à 24. Alors on va pas se mentir, il y aura beaucoup de choses à dire aujourd'hui, notamment à travers l'épisode 22 et sur la finalité de cette histoire, même s'il reste encore quelques éléments, il reste l'épisode 25-26, même si comme vous le savez, ils sont pas vraiment liés à l'histoire. L'épisode 24 va être finalement la première des 4 fins d'Evangelion. Si on considère que le 25-26 serait la seconde, la 3e c'est celle de The End of Evangelion et la 4e c'est celle des Rebuild. En vrai, on peut dire qu'il y en a que 3 en enlevant celle de 25-26 par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ces épisodes 22, 23, 24 ont déjà la particularité d'être très longs. Ils sont plus longs que la moyenne et donc ils ont une durée d'environ 26 à 27 minutes. Épisode 22. Humain au moins d'aspect. Diffusé pour la première fois au Japon le 28 février 1996. Cet épisode a déjà la particularité de ne pas avoir de son opening. L'opening d'Evangelion n'est pas du tout présent durant cet épisode. Bon, déjà c'est un élément assez particulier. De plus, en durée totale, c'est l'épisode le plus long de la série. Il fait plus de 28 minutes, et donc en termes de contenu, sachant qu'on n'a pas l'opening, on est sur du 26 minutes de contenu avec 2 minutes d'ending à la fin. 26 minutes, 26 minutes 30. C'est énorme, et c'est donc l'épisode qui a le plus de contenu. En plus d'avoir énormément de contenu, cet épisode est assez tragique et va nous apprendre beaucoup de choses. Au tout début de l'épisode, on est avec une scène assez troublante. On est dans le voyage de Asuka et de Ryoji depuis l'Allemagne vers le Japon. Asuka va parler de Misato comme étant l'ancienne commandante de la section d'Allemagne qui a été du coup mutée au Japon, et donc ils vont la retrouver, et elle dit qu'elle l'aime pas vraiment. Mais le point qui m'a plus retenu à son attention, c'est évidemment le fait qu'Asuka essaie de se rendre intéressante auprès de Ryoji. On sait qu'elle l'aime bien, qu'elle est amoureuse de lui, mais on pense que c'est un peu limite pas très sérieux et que c'est un peu un espèce de modèle sans plus d'attachement. Mais là, elle est prête à s'ouvrir son corps de manière du coup sexuelle. Alors Ryoji, avec un calme très respectable, va lui dire que ce n'est qu'une enfant très justement. Et Ryoji n'a pas d'arrière-pensée chelou, évidemment. Ryoji est quelqu'un qui a pas mal de défauts, mais pas celui-là, ça c'est sûr. Mais Asuka est vraiment en train de s'ouvrir jusqu'au point de se montrer corporellement à Ryoji, alors qu'il a presque 30 ans. C'est quand même assez hallucinant et de se dire le mal-être d'Asuka pour proposer ce genre de choses. Et c'est là qu'on va donc apprendre le passé d'Asuka. Quelque chose qui n'avait pas du tout été évoqué, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas dans sa personnalité. Son passé est dur. Sa mère est devenue complètement folle après une expérience de contact ayant échoué, probablement avec l'Evangelion 02. C'est pas du tout précisé que ce soit l'Evangelion Unité 02, mais on peut supposer que c'est elle, vu que c'est la seule Evangelion a été construite en Allemagne. Sachant que la 00 et la 01 ont été construites au Japon, que la 03 a été pulvérisée aux États-Unis et que sa 04 sœur a été envoyée depuis les États-Unis vers le Japon, c'est celle qui a été mangée par l'Eva et qui a été prise par Badriel, donc quelques épisodes auparavant. Et les unités 05 et suivantes n'existent a priori pas à cette époque-là. On en parle de leur construction dans l'animé plusieurs fois, de construction des unités 05 à suivantes. Ce qui signifie que ça nous laisse qu'une possibilité, la 02. Ça veut dire que c'est pas dit, mais il est clair que cette expérience de contact que la mère a eue, la mère d'Asuka a eue, c'était avec la 02. C'est pas dit, mais on peut en être sûr en fait quasiment à 100% d'après les informations de la construction des différentes évangélions qui existent à ce moment-là. Vu que quand Asuka est enfant, on est du coup en 2005. On peut même supposer que la 03 et la 04 qui sont présentes aux États-Unis n'existent pas encore. Et que à cette époque-là, il n'y a que donc la 00 et la 01 qui sont donc construites au Japon, la 00 en l'an 2003 et la 01 probablement pas longtemps après. Mais on n'a pas l'année de la 03, la 01, ça veut dire que la 01 a été construite entre 2003, entre le moment où Fuyutsuki découvre l'existence de l'unité 00 et le moment où Yui Ikari meurt, donc en 2004, l'EVA 01 a été construite à ce moment-là. La 02, sachant que Asuka a 4 ans à ce moment-là,
a été probablement construite également en 2004, à peu près dans le même temps que la 01, entre 2004 et 2005, pas plus tard. C'est pas possible que ce soit plus tard, vu qu'Asuka a l'air d'avoir 4 ou 5 ans, et à 4 ou 5 ans, je me rappelle plus très bien, donc on est en 2005. La mère d'Asuka meurt en 2005, ça c'est un élément qu'on a, donc Asuka a 4 ans à ce moment-là. Shinji, quand sa mère meurt, il en a 3. C'est une année avant, en 2004. On n'a pas les jours et les mois, mais bon, peu importe. Sa mère a remplacé sa fille par une poupée. Ce qui peut être suggéré, c'est que l'expérience de contact avec l'Évangélion a fonctionné à moitié. Ce qui fait que la partie un peu saine d'esprit de sa mère a été absorbée dans l'unité 02, et le reste reste dans un espèce de corps et de pensée assez flasque qui ne décerne plus rien et qui devient complètement folle. Elle remplace sa fille par une poupée et lui dit viens, mange ton truc. Elle parle mange ta nourriture en parlant à sa poupée, parce que la petite fille derrière la vitre de l'hôpital ne va pas être contente. Et cette petite fille, c'est évidemment Asuka qui assiste à cette scène du haut de ses 4 ans. Et c'est évidemment assez poignant et très triste, avec derrière des médecins probablement qui discutent, qu'on ne voit pas directement, mais des médecins qui discutent, comme quoi les humains, l'humanité en général, seraient les poupées de Dieu. Et que, en faisant référence évidemment à la mère d'Asuka qui a cette petite poupée et en fait ce qu'elle veut. Cette histoire de poupée va revenir dans beaucoup de choses dans cet épisode, et il faut beaucoup suivre dans cet épisode, il y a beaucoup de choses à dire. Donc la mère d'Asuka, c'est Kyoko Soryu Zeppelin. Elle est née en 1974 et donc morte en 2005. Elle est morte a priori en se suicidant. Et sa fille ne reçoit pas trop d'émotions quand on lui dit qu'elle peut pleurer la mort de sa mère. Elle a décidé de ne plus pleurer, car elle peut se débrouiller seule. On retourne dans le présent. Asuka a perdu du coup tous ses points de synchronisation à cause des différents événements qui la rabaissent de plus en plus. Elle se sent de plus en plus mal intérieurement et donc ses taux de synchro sont extrêmement faibles. On a aussi l'information que les constructions des évangélions de masse ont été lancées. Mais on pourrait penser que c'est les unités 0,5 à 13, mais en fait on se rendra compte par le film The End of Evangelion que c'est pas des unités fixes comme on a l'habitude de les connaître, c'est donc les évangélions automatiques qu'on aura à faire dans The End of Evangelion notamment. Donc ces EVA ne sont pas les EVA 0,5 à 13, on a juste la construction qui est lancée. Alors qu'on est chez Misato, il y a la mère d'Asuka qui appelle, mais évidemment c'est pas sa mère biologique, c'est sa mère adoptive, qui va lui dire différentes choses, etc. C'est pas très important, ça parle en allemand, mais en fait on s'en fout de ce qui est dit, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir notamment le comportement de Shinji, qui est assez jaloux de pouvoir qu'elle ait encore une mère à pouvoir qui parler. Et ce que je trouve fort, c'est que à ce moment-là, évidemment, Shinji ne sait pas que la mère d'Asuka, la vraie mère, est morte, et Asuka va lui préciser ça tout de suite après, pour lui dire qu'en fait la mère, deuxième maman d'Asuka, serait une sorte de Misato, en fait, pour Shinji. Une nouvelle maman adoptive qui a peut-être une envie d'avoir une fille, mais qui n'a pas pu l'avoir. On ne connaît pas assez la seconde mère de Asuka pour pouvoir dire quelle est sa psychologie, quel est son passé. On ne sait pas qui c'est, et puis en fait, on n'a pas à le savoir. Mais ça montre réellement que ce parallèle entre la mère que Asuka a perdue et que Shinji a perdu, leur mère biologique, ils l'ont perdu tous les deux, mais Asuka a su peut-être se rapprocher d'une autre maman, alors que Shinji a de plus en plus de mal avec Misato. On sent qu'Asuka n'est pas forcément toujours à l'aise avec cette nouvelle maman, qui n'a donc pas de nom, donc je suis un peu obligé de l'appeler comme ça. Asuka commence vraiment à haïr tout le monde. Tout le monde jusqu'à se dire que celle qu'elle haït le plus, en fait, c'est elle-même. Rei, Misato, Shinji, tout le monde. Elle déteste tout le monde et elle se déteste elle-même. Misato, elle entend tout ça. Et ça lui fait forcément très mal. Il y a aussi une séquence assez poignante qui se passe quelques minutes plus tard, où on a Asuka qui, aux toilettes de la Nerve, ne s'accepte même plus en tant que jeune femme, jeune fille, avec ses règles, etc. C'est suggéré, on l'a compris. Qu'elle parle de ça, elle ne l'accepte plus parce que sous prétexte que je suis une femme, je devrais avoir des bébés, etc. Mais je ne compte pas en avoir, je ne compte pas avoir d'enfants, jamais de la vie j'en aurai. Et ça montre qu'elle rentre en conflit avec même la réalité biologique de son être. Et ça commence à être grave, vraiment très grave. D'un niveau psychologique, elle atteint le fond du fond là.
Et juste après, bah, Asuka remonte dans l'ascenseur avec l'une des scènes les plus mythiques d'Evangelion, avec cette fameuse scène de l'ascenseur. Asuka et Rei qui sont dans l'ascenseur avec un plan fixe qui dure assez longtemps, où Asuka finit par gifler Rei parce que Asuka considère que Rei se comporte depuis toujours comme une poupée. Rei ne fait qu'obéir aux ordres, et en fait, en Rei, Asuka revoit la petite fille qu'elle a été pour sa maman, sa vraie maman biologique, quand elle avait 3 ou 4 ans. Ça, ces témoignages-là, ça se vérifiera par le passage justement après Arael, l'arrivée du 15e ange, qui va pas tarder à arriver juste après cette séquence de l'ascenseur justement. Mais juste avant que le 15e ange arrive, Asuka parle à son Eva parce qu'elle... Je sais pas pourquoi elle le fait, parce elle ne croit pas au fait qu'il y a une âme à l'intérieur de son évangélion, mais c'est Rei qui le suggère et qui le dit. Ben, ça nous a été dit, hein, évidemment, par Ritsuko, mais Asuka n'était pas présente. Mais Asuka n'y croit pas à ça. Elle commence quand même à parler à son évangélion, comme si elle pouvait y croire au fond d'elle-même. Confrontation d'idées. Et à ce moment-là, du coup, le 15e ange arrive. Arael. Alors Arael, lui, il va pas du tout s'approcher. Il va rester en orbite terrestre très lointain, et donc les armes conventionnelles ne peuvent absolument pas le toucher. Alors qu'on fait sortir Rei pour aller éliminer l'ange, finalement c'est Asuka qui, par son propre chef, décide de sortir devant, pour essayer de se racheter. Sauf que le problème c'est que ça ne fonctionne pas, et elle ne réussit pas à toucher Arael, et c'est Arael qui va lui faire une attaque psychologique sur son esprit, et va la sonder. Alors c'est pas vraiment une attaque, mais c'est plutôt une façon de faire ressurgir le fond de son âme et de son cœur, et donc c'est plutôt une analyse de l'âme et de l'âme humaine que Arael est en train de faire sur Asuka. Il n'est pas en train de l'attaquer et de lui faire du mal, il est juste en train de la sonder. Mais ça va faire évidemment énormément de mal à Asuka quand même, parce que tous ces souvenirs très douloureux qu'elle a essayé d'enterrer pendant très longtemps ressurgissent par la faute d'Arael. L'Eva 01 ne peut pas sortir parce qu'elle est immobilisée, alors que Shinji, lui, aimerait bien porter en aide à Asuka. Et pendant cette séquence, il y a tout le passé d'Asuka qui ressurgit. Asuka ne voulait pas être la poupée de sa mère. Sa mère voulait l'embarquer dans la mort et se dit « Viens mourir avec moi », donc elle voulait la tuer avant de se donner la mort. Ça, c'était la volonté de la mère d'Asuka. Asuka s'en est tirée, on ne sait pas trop comment, mais elle a réussi à ne pas être embarquée dans la mort. Ce qui montre que sa mère était vraiment complètement folle. Elle était limite schizophrène, parce que le comportement qu'elle peut avoir avec ses dialogues, elle va d'abord parler à sa fille comme si c'était sa fille, et donc comme une maman normale, et puis d'un autre, elle va la traiter comme une vulgaire poupée, et même ne va même pas considérer son existence pour se rabattre sur la poupée qu'elle a dans la main. Donc la poupée que la mère d'Asuka possède, elle va la considérer comme sa propre fille, et pendant un autre moment, elle va considérer Asuka comme sa fille pour lui dire de venir mourir avec elle. C'est donc qu'elle est complètement starbée, complètement schizophrène peut-être. C'est assez flippant, et de se dire que ça a été vécu dans les yeux d'une enfant de 3 ans, ou 4 ans, 3-4 ans. Une répétition d'événements se passe dans sa tête. On a une séquence qui va être répétée 5 fois, avec 5 discours. Le premier, je m'appelle Asuka Soryu l'anglais, enchanté. Qu'il fait une présentation purement basique de qui elle est. Le deuxième, c'est mais t'es bête ou quoi? Simplement pour expliquer son côté de la provocation, de l'affrontement plutôt. Le Wunderbar, un peu avec le sourire narquois. Son côté un peu vicelard, un peu fourbe derrière. Le quatrième, c'est le passage justement qu'on a vu au début avec Asuka qui ouvre son décolleté devant Ryoji. Avec « Vas-y, regarde-moi, je te dis ». Le côté adulte, de la volonté de devenir adulte, où elle a dit « Je ne pleurerai plus, je ne suis plus une enfant, je peux me débrouiller toute seule ». Elle a refoulé son enfance au niveau maximum. Et le cinquième, c'est la Asuka dans sa propre tête qui se dit la globalité de tout ça, le rejet de tout ça. Non, c'est pas possible, ce n'est pas moi. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu as 5 aspects de sa personnalité qui sont répétés 5 fois pour une déconstruction totale de son image. Dans sa tête, elle se détruit mentalement elle-même, elle démonte sa propre personnalité de façon assez hallucinante et très bien menée en fait par Hideaki Anno et son équipe, d'avoir fait répéter 5 fois cette séquence, c'est pas parce qu'ils avaient la flemme en fait, mais c'est du génie d'avoir pensé à l'avoir fait répéter 5 fois pour 5 éléments de sa personnalité, pour que chacun réponde à l'autre, pour que chacun puisse détruire les autres. Et ça franchement, c'est bien joué.
Shinji est aussi là, est aussi présent dans sa tête. C'est sa frustration. C'était son envie, Shinji, que Shinji ait envie d'Asuka et que Asuka soit quelqu'un pour Shinji. Mais cette frustration l'a été. Et c'est un peu, ça rejoint un peu Ryoji. La première avec Ryoji et la seconde frustration avec Shinji. Elle se sent pas importante en fait pour les autres, se sent rejetée et n'a plus confiance en elle. De plus, avec ses traumatismes qui ressurgissent, son cerveau est complètement en train de lâcher. Et son esprit est en train de littéralement quitter progressivement son corps. Et d'ailleurs, dans ce passage, elle va aussi rentrer en confrontation avec la petite Asuka. La mini Asuka qui va se transformer en la poupée de sa maman, comme pour indiquer le traumatisme de cette enfance. En fait, le fait que la petite Asuka, dans ses souvenirs, se transforme dans la poupée de sa maman qui s'est suicidée, montre réellement ce refoulement de l'enfance par ce traumatisme qu'elle a eu. Et c'est complètement logique en même temps, quand tu vois ce genre de choses, quand tu as 4 ans, c'est normal que tu sois traumatisé à vie, je dirais, mais... Donc c'est une façon pour elle, en fait, d'écarter son enfance, et c'est pour ça qu'elle se comporte comme une adulte. Et c'est pour ça qu'elle a tenté de se rapprocher de Ryoji, pour dire « je suis une femme ». Je suis une femme. Et après tout ce passage, on retourne en 2015 avec l'EVA 02 qui se désactive. Asuka ne peut plus rien faire. Shinji redemande une dernière fois pour devoir pouvoir sortir, mais il ne peut pas. Gendo refuse. Et Asuka est laissée à son propre sort. C'est Rei qui va y aller, et Rei qui va aller chercher la lance de Longinus, qui va lancer dans l'espace pour tuer finalement Arael. Ce qui va fonctionner, et la lance de Longinus, qui a été enlevée de l'être qui est dans le terminal Dogma, qu'on ne sait toujours pas comment il s'appelle, l'être, du coup, qui est sur la croix, il va regagner ses jambes quand la lance de Longinus est retirée. La lance de Longinus, après avoir tué Arael, va se retrouver en orbite autour de la Lune et ne sera pas récupérable par la nerve. Après ce passage, du coup, Asuka est sortie de son Eva, elle est en vie, elle n'est pas blessée, mais mentalement, elle est complètement anéantie. Elle refuse de parler à Shinji, elle dit qu'elle déteste tout le monde, et Shinji, en fait, ne sait pas comment se passer et ne sait pas quoi lui dire. Et c'est vraiment comme ça, sur cette séquence de destruction mentale d'Asuka dans son dialogue avec Shinji, que l'épisode 22 va se terminer. Épisode 23, L'arme, diffusé pour la première fois le 6 mars 1996. L'OP est là. On commence par l'opening. Ouais, il est de retour là, parce qu'il est quand même trop bien. Et c'est vrai que pas d'opening du tout dans un épisode qui est un numéro 22, c'est quand même assez bizarre. Mais pourquoi pas? Misato réécoute de nouveau le message de Ryoji, son dernier message. Parce qu'elle n'arrive pas en fait à se défaire de sa pensée. Qu'elle a aimé Ryoji et que Ryoji l'a aimé, mais que finalement ils ont été obligés de se séparer de par les petits problèmes que Ryoji s'était créés, mais pour la bonne cause. Asuka, elle n'est pas rentrée à la maison. Il n'y a que Shinji et Misato. Asuka, elle est chez la déléguée, et ce qui est assez frappant, c'est que déjà d'une, elle s'isole dans les jeux, elle ne parle pas, elle ne veut pas rentrer chez elle, et de plus, elle dit à la déléguée, Ikari, viens, on va se coucher. Alors, c'est pas que la déléguée, en fait, elle a de la famille de Shinji ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Hein. Ça aurait pu faire, ouah, qu'est-ce qui se passe, révélation? Non. En fait, c'est que Asuka, elle est tellement plongée dans son désir d'être quelqu'un d'important pour Shinji qu'elle est en train de s'inventer une partie de son existence à travers la déléguée de classe. Et c'est pour ça qu'elles vont dormir dans le même lit. Alors que, bon, il va rien se passer entre elles, hein, bien sûr. Mais elle est en train de se bâtir quelque chose. Et d'ailleurs, elle s'en excuse en pleurant dans le lit, Asuka, en disant « Désolé de t'infliger tout ça ». C'est profondément dur ce qui est en train de se passer, ce qui montre que Asuka a un cerveau qui parle de plus en plus en vrille. De par son manque de confiance en soi et son manque de reconnaissance qu'elle peut avoir sur certains de ses passages, parce qu'en même temps, elle n'arrive plus à rien faire à cause justement de son manque de confiance. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais. On apprend par une petite séquence que le chat de Retsuko est mort. Elle l'a appris au téléphone via sa grand-mère. Alors, c'est vrai que cette séquence a l'air complètement anecdotique pour l'instant, mais je le précise déjà maintenant parce qu'on va revenir à l'épisode 24. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on peut pas en tirer grand-chose, parce que ce chat, on se dirait c'est juste un chat. Hein, voilà. Ce qui est important déjà de noter, c'est que c'était le seul attachement que Ritsuko avait envers quelqu'un. Enfin, envers quelqu'un, c'est un chat, mais vous me direz, mais envers quelque chose, un être vivant. La Zelle rappelle alors une nouvelle fois Gendo, de par le fait que la lance de Longinus n'est plus récupérable et donc se retrouve autour de la Lune. Mais finalement, la Zelle ne prend pas de responsabilité, ne dit pas qu'on va se débarrasser de Gendo, parce que probablement qu'il doit avoir une clé que la Zelle n'a pas. Mais pendant ce temps-là, le 16e ange arrive, Armisael.
Alors, Army Sahel, c'est un espèce d'énorme cercle blanc lumineux, mais en fait, c'est un fil lumineux. Bon, jusqu'ici, tout va bien. L'EVA 00 est déployé pour aller le choper, mais Army Israël attaque et essaie de fusionner avec l'EVA 00 et de prendre possession de Rey. On envoie l'EVA 02 pour y aller, mais l'EVA 02 avec Asuka n'avance pas, et du coup, Asuka est un taux de synchronisation qui est en dessous de 10% et donc n'arrive pas à faire bouger son évangélion. Gendo demande immédiatement de lever l'ordre d'immobilisation sur les unités 01, c'est donc Shinji qui va aller chercher Rey. Shinji va essayer d'y aller, mais il peut rien faire contre cet ange qui arrête pas de changer de forme et prend possession de tout ce qui l'entoure. Il échange entre groupe sanguin bleu et orange, c'est précisé. Et donc ne peut rien faire. Finalement, Rey décide dans son cœur d'anéantir Army Israël et donc l'absorbe complètement dans son unité 00 et active l'autodestruction et se fait exploser avec l'unité 00 et donc à l'intérieur le 16e ange, sous les yeux de Shinji qui ne peut rien faire, ce qui va détruire d'ailleurs complètement Tokyo 3. Mais avant ça, il y a un passage un peu particulier aussi avec Rey dans son unité quand elle est attaquée pour la première fois, enfin quand elle est attaquée justement par Army Israël, avec ce côté de la solitude. Elle est face à elle-même. On a l'impression qu'en fait, ça rappelle un peu l'histoire du train, justement, où Shinji était face à Rey. Là, Rey, elle est face à Rey encore. Et on a une Rey qui est suggérée comme étant la Rey humaine, et l'autre comme étant la Rey ange. Donc là, on parle d'une affiliation de Rey envers un ange. Tout va bien. Tout ce qui est dit, c'est extrêmement pas clair. On ne sait pas en fait quelle Rey est laquelle pour suggérer justement que ces deux-là ne font qu'une. Et que c'est donc deux aspects de sa personnalité qui rentrent dans un seul corps et dans une seule âme. C'est justement le côté volontaire de cette séquence pour ne pas savoir en fait qui est la Rey ange et qui est la Rey humaine a priori. Justement, c'est tout le concept de cette séquence. Et justement, après, il y a cette explosion où Rey a retenu le 16e ange, comme je l'ai expliqué juste avant. Plus tard, la plaque de Rey va être retrouvée, avec, on le pense, le cadavre de Rey, ou ce qu'il en reste à l'intérieur. Elle est morte, c'est pas montré à l'écran, mais on le sait. La Zelle, après cet incident, veut éliminer une autre personne que donc Ryoji, pour mettre la pression à Gendo qui est en train de leur échapper et des mains. Shinji, de son côté, lui est évidemment très triste d'avoir vu Rey mourir et retourne à la maison avec Misato. Misato va essayer de faire un rapprochement avec sa main en essayant de le toucher pour le rassurer et l'empêcher d'être triste, mais Shinji fuit et ne veut pas être approché par Misato. Il se met en boule sur son lit et envie d'être seul. Misato se rend compte qu'elle n'a plus aucun attachement et plus aucun lien avec tout le monde. Elle a perdu Ryoji, elle est en train de perdre Shinji, Asuka n'est plus là et clairement plus elle-même, et Rei vient de mourir. De son côté, l'amitié Misato et Ritsuko est en train de s'effondrer totalement depuis déjà quelques épisodes. Donc Misato est en train de tout perdre. Le seul chose qui pourrait être accroché à elle, c'est évidemment Pen Pen. Mais même Pen Pen, dans cette séquence, va même lui refuser et lui tourner le dos. Ce qui va lui faire évidemment beaucoup de peine. Mais finalement, on reçoit un appel, et Rei est en vie. What the fuck. Mais Rei ne sait pas qui elle est. Et Shinji le comprend assez vite parce que Rei va dire « Je n'ai aucun souvenir de ce qui se passe » et elle va le dire clairement elle-même parce que je pense que je suis la troisième. Rei numéro 3. Rei numéro 3, sachant que la numéro 1 était celle qui a été tuée par Naoko Akagi et que la numéro 2 est celle qui vient de mourir en se sacrifiant pour protéger Shinji du 16e ange, en tuant le 16e ange. Donc c'est la Rei numéro 3. Donc là, on voit que Rei, c'est un truc de série. Hein. On l'avait bien compris déjà avec le passage où on expliquait la mort de la première Rei avec Naoko. Et le fait que Rei soit toujours là. Et donc là, on a la troisième. Rei est chez elle ensuite. Enfin, chez elle, dans son appartement. Elle voit les lunettes de Gendo et dans un premier temps, veut essayer de les détruire. Mais finalement, se retient et se commence à pleurer. Ça nous suggère plusieurs choses. Déjà, premièrement, qu'il n'y a pas que elle qui décide. Elle se rend compte qu'elle a une impression déjà vue, que ces lunettes, elle les a déjà croisées, elle les connaît. Alors, est-ce que ça vient de la Rei numéro 2 ou alors de ce qu'elle est réellement à la base? Ça, on n'a pas encore l'information de ce qu'elle est réellement encore, et ça va venir, mais on ne le sait pas encore.
Il y a plusieurs choses qui pourraient l'expliquer. Une certaine haine, mais en même temps un amour toujours pour celui qui possède ses lunettes. Mais c'est pas Rei qui parle là. C'est celle qu'elle a en elle. Celle que Naoko Akagi avait reconnue au sein de la mini-Rei première du nom. Yui Kari, évidemment. Aussi, passage assez cruel de l'épisode 23. Pour cacher en fait le fait que Rei soit retourné, Gendo a essayé d'envoyer quelque chose à la Zelle. Et ce quelque chose, c'est Ritsuko, qui est présentée nue devant la Zelle, pour gagner du temps. Donc oui, Ritsuko est un objet pour Gendo, là. Voilà, ça c'est super. C'était pas trop évident, même assez caché pendant jusqu'ici, mais là, c'est très violent comment ça arrive là dans la gueule. Misato, elle a les réponses sur une espèce de petite puce qu'elle a reçue de Ryoji. Elle va se retrouver avec Ritsuko et Shinji pour aller ouvrir les derniers terminaux et aller découvrir la vérité qui se cache dans le Central Dogma. Et évidemment, Ritsuko connaît la vérité. Ils vont tomber sur une petite pièce où il y a la chambre de Rei. C'est Rei. C'est là où elle est née, c'est là où elle a grandi. Au sein de la Nerve. Premier élément. Plus tard, on va aller vers un cimetière d'Eva où il n'y a que des Eva qui ressemblent à des Eva 00, des prototypes, des échecs, des ratés. C'est a priori aussi là que la mère de Shinji, Yui, est partie, a disparu. Elle n'est pas vraiment morte, mais c'est là où elle a disparu. On apprend aussi juste après, avec la salle des clones, où il y a toutes les Rei, que ce sont que des réceptacles. Ce ne sont pas des êtres humains, elles n'ont pas d'âme, ce sont des objets, du coup, là pour le coup c'est assez logique. Et on apprend aussi que les Eva n'ont pas d'âme non plus, et on en a intégré une humaine à l'intérieur pour qu'elles en aient une. Elles sont les descendantes d'Adam, comme on l'avait pas compris. Si on l'avait pas compris au cas où, on le répète. Et que donc Ritsuko va nous dire que l'humain a essayé de recréer ce dieu qu'il a vu en Antarctique lors du second impact, à travers les évangélions et à travers Rei. Même si cette vérité à travers Rei n'est pas totalement correcte, il manque encore un élément de l'histoire qui viendra un peu plus tard. Ritsuko décide de détruire ses clones. Parce que ça représente le mal. Ça représente en fait les évangélions. Ça représente du coup ses clones, cette Rei qui la hante. Et surtout, ça représente Gendo. Gendo, celui qui l'a un peu possédé comme il l'a fait sur Naoko, sa maman. Ritsuko s'est accroché à Gendo, mais comme sa mère, elle s'est blessée. Et quand tu essaies de sortir de cette chose qui t'écrase, eh ben, ça fait très très mal. Et c'est pour ça qu'elle va s'effondrer en pleurs juste après ce passage. Et c'est comme ça que cet épisode 23 va se terminer. Épisode 24, le dernier messager, diffusé le 13 mars 1996. On commence avec les souvenirs d'Asuka, quand elle était petite. Où il y a la petite Asuka qui va annoncer à sa maman qu'elle a été admise pour piloter l'unité 02. Elle est très contente, elle est fière d'elle, et elle va retrouver sa mère chez elle, pendue, avec la poupée au sol. Et c'est là le traumatisme. C'est que ça, elle ne sait pas, c'est pas qu'elle sait que sa maman s'est suicidée, c'est qu'elle l'a vu de ses propres yeux. C'est même encore pire. Elle dit justement avant d'arriver qu'on sera plus jamais seul. On sera plus jamais seul, maman. Sous-entendu, il n'y a plus de papa. Le papa, il n'existe plus. Il n'y a plus de papa. On ne sait pas s'il est mort, s'il est parti. On ne sait pas. Mais donc, Asuka veut dire à sa maman, on sera plus jamais seul. Viens, on va emménager. Et elle va retrouver sa mère morte alors que c'était certainement le plus beau jour de sa vie. Et elle va retrouver sa mère morte. Horrible. On a donc un plan ensuite où on retourne dans le présent où il y a Asuka qui est donc dans une baignoire, nue, et elle a l'air de ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours. Elle va être retrouvée par les membres des services secrets après 7 jours sans qu'elle ait donné aucune trace. Mais pendant ce temps-là, on apprend que le 5e enfant, il est sur le chemin du Japon pour aller prendre la place d'Asuka. Shinji va dire aussi plus tard que Rei Ayanami est ma mère. Je l'ai dit juste avant, mais voilà, Shinji va s'en rendre compte lui-même. Petit détail intéressant. Ritsuko est aussi de son côté en train de s'écarter de Gendo et ne veut plus être sa chose. Et du coup, elle est emprisonnée dans une salle à la Nerve. De son côté, Shinji ne sait plus quoi faire. Misato est de plus en plus triste. Asuka n'est plus là. Rei est morte. Et la Rei qu'il a connue est morte. Et Toji et Kensuke sont partis après la destruction de Tokyo 3, après l'attaque du 16e ange. C'est là qu'il va retomber sur le 5e enfant. Le 5e enfant, Kaoru Nagisa. Il est né le jour du second impact et on a peu d'informations sur lui, mis à part qu'il est né le jour du second impact. Il va dire d'ailleurs à Rei Ayanami, on est un peu pareil tous les deux, après le test de synchronisation qu'il va réussir avec brio avec l'Eva 02, de manière quasi parfaite alors que c'est la première fois qu'il monte dedans. Ce qui montre déjà plusieurs éléments assez troublants sur ce gars. Kaoru, il va se rapprocher de Shinji, mais vraiment très proche. Il va lui toucher la main, il va se rapprocher en disant voilà. Il va essayer d'inviter Shinji à l'aimer.
Mais la question, c'est que... Alors, Shinji, lui, de son côté, est très gêné, mais qu'est-ce que pense Kaoru Nagisa? Est-ce que Kaoru est vraiment en train d'être amoureux de Shinji? Moi, je suis pas sûr. Déjà parce que on apprendra plus tard que Kaoru n'est pas réellement un être humain, et que... Est-ce qu'il s'en fout de ça? Est-ce qu'il a juste repéré la beauté d'âme, en fait, de Shinji, et que c'est que ça qui l'intéresse? Finalement, c'est pas de l'ordre de l'homosexualité, donc du point de vue sexuel. À vrai dire, on n'a pas assez d'éléments pour prouver ce que je dis, mais on peut le suggérer, peut-être, vu que Kaoru est pas réellement un être humain. On a une séquence aussi, une petite séquence assez intéressante, où Gendo va parler à l'unité 01, parler à Yui, en disant que la lance de Longinus n'est plus là pour nous faire chier, et du coup, on va pouvoir se mettre au plan. Mais Gendo va regarder vite fait sa main, et qu'est-ce qu'il y a dans sa main? Un œil. Alors c'est l'œil de qui? Pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est assez bizarre, ça fait un peu Parasite, si vous voyez. C'est assez drôle. Donc là, assez troublant aussi, qu'est-ce que c'est exactement? On va avoir la réponse dans cet épisode d'ailleurs. Shinji est parti dormir chez Kaoru, il rentre pas. Et il va lui parler de sa vie d'avant, que c'était mieux, il était plus calme, c'était plus serein, il n'est pas trop assoucié de tout ça. Il se passait beaucoup de choses qui l'ont pas plu ces derniers temps. Et Kaoru, lui, il pense qu'il a été conçu, hein, pour rencontrer Shinji. Après, on a une réunion avec la Zelle, où il y a Kaoru Nagisa qui est au milieu. Et on va apprendre que les Lilins, qui sont donc les êtres humains, sont les héritiers de Lilith. Lilith, c'est qui ça? Ça, on va le savoir tout de suite. Et donc, de la lune noire. Lilith, lune noire, donne les humains. Et de l'autre côté, les anges viennent de la lune blanche et donc d'Adam. Ça, on a ces informations qui nous sont données comme ça, et puis on se démerde un peu. Lune blanche, lune noire, encore, c'est des concepts qui restent assez flous. On n'a pas trop d'informations dessus. On apprend du coup que l'âme d'Adam est en Kaoru Nagisa, et que donc c'est son objectif d'aller à la nerve pour foutre un peu le merdier. Kaoru va parler à l'Eva 02 et va la faire bouger. Et va l'emmener au Terminal Dogma. On envoie évidemment l'unité 01 en se rendant compte que Kaoru Nagisa est le 17e ange, et que du coup on l'envoie pour l'intercepter. Shinji se sent trahi et se bat avec l'unité 02. Arrivé au Terminal Dogma et à la porte du paradis, il y a une hésitation dans le centre de contrôle pour faire tout péter, pour éviter le troisième impact. Ce qui se passe, c'est que finalement Shinji arrive à neutraliser l'Eva 02 et retrouve son ami Kaoru Nagisa devant Lilith. Et c'est là qu'on va nommer Lilith. Et donc l'objet, l'être qui était sur la croix, c'était donc Lilith. Le deuxième ange en fait. Vu que Sachiel, je rappelle au début de l'animé, c'était le troisième ange, et que Adam est le premier, c'est donc le deuxième ange. Même si c'est pas réellement un ange, c'est compliqué. C'est pas un ange, parce que c'est pas un héritier d'Adam, c'est l'origine des Lilins, des êtres humains. On reviendra sur cette idée plus tard dans les épisodes 25-26. Donc Kaoru était là pour... On sait pas trop pourquoi il était là. Il était là pour retrouver une forme d'Adam. On rappelle que Adam, le corps d'Adam, en fait, il est dans le corps de Gendo, et que l'âme d'Adam, elle est dans le corps de Kaoru Nagisa. Et donc, il voulait certainement retrouver Adam, mais pour créer le troisième impact et accomplir le plan de complémentarité de l'homme, mais ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas Adam, et c'est Lilith. Mais si un héritier d'Adam rencontre Lilith, ça peut créer un immense bordel encore. Ça fait un reboot total, c'est un peu ce qui s'est passé au second impact. Donc là aussi, ça peut créer un impact. On ne sait pas trop, et donc finalement, Kaoru Nagisa va décider de renoncer à tout ça, et va décider de se laisser tuer par Shinji, qui va finalement le faire après un plan fixe qui dure très longtemps. Mais vraiment très longtemps. On apprend aussi au passage dans cette séquence que l'Etifield, en fait, c'est une protection du cœur et de l'âme humaine que chacun est capable de générer. Que ce soit les anges d'ailleurs ou les Lilins, les êtres humains. Mais ils l'ont un peu oublié parce qu'ils ont été chassés du paradis. Idée du jardin d'Éden, en fait, de l'origine des êtres humains. Et donc, après cette séquence, après avoir tué Kaoru Nagisa, Shinji s'en veut et dit en fait qu'il l'aimait vraiment. Parce que Kaoru, lui avait dit aussi. Il s'en veut vraiment, et donc il va être rassuré par Misato qui essaie de lui dire il faut pas que tu oublies parce que tu as fait ton devoir, machin, un peu durement quand même. Et Shinji ne l'accepte pas vraiment et n'y arrive pas. Et c'est comme ça que l'épisode 24 va se terminer. Et là, on est du coup dans une situation où Rei numéro 3, on sait pas trop à quoi va servir. On est dans la situation où l'Eva 00
elle n'existe plus. L'unité 02 n'a plus de pilote. Il reste que l'unité 01. Asuka, on ne sait pas si elle va redevenir. Elle est sur un lit d'hôpital complètement amorphe et on ne sait même pas si elle va s'en sortir vivante. Donc, ça présage rien de bon pour les épisodes 25-26, mais il va pas se passer comme prévu l'épisode 25-26, vous le savez. Il y a eu des gros problèmes lors de la production des épisodes 25-26 et on y reviendra dans l'analyse des épisodes 25-26 dans 2 semaines. Et vu que la vidéo va être très longue, on va se dire à la semaine prochaine. Prochain film d'animation, un film qui est tiré d'un animé dont on n'a pas parlé. Donc je vais reparler de l'animé aussi, un peu tout ça, et revenir sur l'animé en question et parler du film d'animation plus en détail. Et on se retrouve du coup pour un film qui date de la fin des années 2010. Et puis tout de suite après cette vidéo, je vous invite à aller regarder la fiche analytique d'Evangelion qui a été développée et avec de nouveaux éléments. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.